Et puis quand c'est rouge, on y va. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence, 30 minutes pour demain. C'est aujourd'hui la 36e session que nous organisons pour continuer à faire se rencontrer ceux qui pensent et qui font le futur des villes et des infrastructures. Il me tient à cœur, en effet, de continuer à vous proposer des rencontres au-delà de la situation actuelle, faire œuvre utile pour alimenter les réflexions qui seront celles des mois à venir. Alors pour cette session, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Mathieu Sojo. Bonjour Mathieu. Bonjour Julien. Alors Mathieu, tu es chercheur à l'IDRI. L'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. C'est un institut indépendant de recherche qui identifie notamment les conditions et propose des outils pour placer le développement durable au cœur des relations internationales et des politiques publiques et privées. Alors je mentionne d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par les enjeux de la gouvernance mondiale, le webinaire que vous organisez cet après-midi à 16h. Alors je vous rassure, vous avez le temps de rester avec nous, puis de vous connecter à ce webinaire qui sera consacré au rôle des organisations internationales s'agissant des impacts de la crise du Covid-19 sur l'emploi. Je vous en partagerai le lien et les informations dans le chat. Alors de façon générale, les travaux de l'IDRI portent sur le climat, la biodiversité des écosystèmes, l'océan, la gouvernance du développement durable. Et pour répondre à ces enjeux et soutenir la mise en œuvre de solutions, vous intervenez de façon prioritaire sur des leviers à fort impact, dont celui de la conférence d'aujourd'hui sur les modes de vie. Mathieu, tu coordonnes en effet en collaboration avec Laura Brimont l'initiative Mode de vie en transition. Alors, tes récents travaux ont porté sur la gouvernance de la ville numérique, sur la prospective de la mobilité autonome et partagée. Et dans un récent billet, tu t'es interrogé sur les conditions selon lesquelles la pandémie du Covid-19 peut être un catalyseur vers des modes de vie plus durables. Et c'est de ce sujet dont tu vas nous parler aujourd'hui. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu pour une présentation d'une demi-heure environ, au cours de laquelle je vous invite à poser vos questions dans le chat sur la droite de votre écran, et je m'en ferai le porte-voix à l'issue de cette présentation. Mathieu, je te laisse, alors pas l'espace, mais l'écran pour cette prochaine demi-heure. C'est à toi. Merci Julien, merci pour cette invitation. Une question effectivement sur laquelle on lit déjà pas mal de choses, et ce que je vous propose aujourd'hui finalement, c'est de vous présenter un peu notre interprétation à partir de nos travaux, et de partager avant tout une grille de lecture, des questions, et pas forcément des résultats, parce qu'il est bien sûr encore trop tôt souvent pour tirer des conclusions sur ce qu'il est en train de se passer sur les évolutions en cours. Mais en tout cas, c'était le petit exercice qu'on a essayé de faire, de se dire, mais finalement, cette crise, elle nous interroge tous. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer sur les changements de mode de vie dans le contexte de la transition écologique? Alors, avant de rentrer un peu plus précisément dans cette question-là, il y avait deux points que je voulais clarifier. D'une part, le concept de mode de vie, et puis la question de son changement dans la transition. Alors, le concept de mode de vie, il n'est pas forcément facile. Il veut dire plein de choses. Il est très riche, ce qui est une de ses forces. Mais du coup, c'est aussi parfois une de ses faiblesses. Alors, c'est un concept qui est notamment utilisé par les sociologues pour faire référence au cadre de référence de la vie sociale. Donc, c'est-à-dire les cadres communs, que ce soit les normes, que ce soit les infrastructures, que ce soit des rythmes quotidiens, que l'on partage dans une société donnée, et qui forment une sorte de mode de vie. Et donc, on va par exemple parler d'un mode de vie occidental, mais on va parler aussi d'un mode de vie français ou d'un mode de vie urbain, parce qu'il y a un certain nombre de régularités que l'on va partager et qui vont nous permettre de vivre ensemble. On parle aussi de style de vie, parce que le style de vie, ça renvoie un peu là plutôt à cet espace plutôt individuel dans le cadre des modes de vie. Si je prends un exemple, on a un mode de vie français sur l'alimentation, on a un régime alimentaire, une disponibilité d'aliments qui est typiquement française, mais chacun va inventer son style de vie propre par rapport à l'alimentation,
ce qu'il mange, comment il le cuisine, est-ce qu'il prend du temps pour cuisiner, etc. Donc, en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a une sorte de régularité de pratique. C'est donc un ensemble cohérent. On dit de quelqu'un qu'il a un mode de vie parce que cet ensemble, il est cohérent, il donne un sens à ce qu'on fait, à nos actes, à nos choix. Et bien sûr, du coup, on comprend bien, c'est la résultante de plein de choses, la résultante de goût, de valeurs, d'éléments individuels, mais aussi de contraintes collectives ou de possibles collectifs. Le fait d'avoir une infrastructure de transport va forcément avoir un impact sur nos modes de vie liés à la mobilité, mais les réglementations, les normes sociales, etc. le sont également. Donc voilà, c'est un peu avoir ça en tête. Il y aurait plein d'autres choses à en dire, mais c'est une première base pour avancer sur ce concept-là. Et juste pour préciser un élément, on parle souvent de comportement et de mode de vie. Moi, la façon dont je le présente en général, c'est que c'est aussi une façon de focale, de discipline. Par exemple, en économie, on va plutôt considérer le comportement, ou en psychologie. Puis en sociologie, on va plutôt parler de mode de vie. Mais disons que c'est l'idée de mettre plus ou moins le focus sur la dimension individuelle ou la dimension collective, mais ces éléments s'imbriquent les uns avec les autres. Le deuxième élément clarifié, c'est mais finalement, pourquoi parlons-nous de potentiels changements des modes de vie dans le contexte de la transition écologique? Le premier point déjà à rappeler, tout bête, mais c'est que finalement nos modes de vie changent de toute façon. Au cours d'une vie, ils peuvent changer, ils sont différents de ceux de nos parents, ils sont différents de ceux de nos enfants. Donc quand on se projette, par exemple, à 2040, à 2050, dans un monde bas carbone, on est bien de toute façon obligé de penser la question des modes de vie parce qu'ils n'ont pas de raison de rester fixes tels qu'ils sont aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que quand on regarde l'ampleur des changements qui sont nécessaires pour faire face à la crise écologique, par exemple le changement climatique, on se rend compte que tous les leviers doivent être utilisés et que cette transformation, elle va être technique, elle va être économique, mais elle sera forcément dans une certaine mesure également sociétale. Quand on réfléchit au futur des systèmes agroalimentaires, on réfléchit à la façon dont nos régimes alimentaires pourraient changer. Quand on réfléchit à la décarbonisation du transport, forcément, on se pose aussi la question de changement de pratique vers le vélo, vers la marche, etc. Donc, simplement pour dire que cette question, elle apparaît d'une manière logique quand on regarde les chiffres, les études scientifiques. Et d'ailleurs, les Français sont conscients de ça, semble-t-il. Là, je vous cite un résultat du baromètre de l'ADEME et qui montre qu'une majorité de Français et d'ailleurs d'élus considèrent qu'il va falloir changer nos modes de vie pour limiter le changement climatique. Alors, comment changer nos modes de vie? Je ne vais pas répondre à cette question parce que bien sûr, c'est une interrogation partagée par beaucoup de chercheurs, beaucoup de militants, beaucoup d'élus. Sur quels sont les leviers pour faire changer les modes de vie. Il y a bien sûr plein de choses à réaliser, puis on va y revenir. Mais je voulais un peu souligner trois choses qui nous paraissent importantes, justement, quand on parle de ces changements pour la transition écologique. C'est que c'est important d'aller au-delà de la seule responsabilité individuelle. C'est-à-dire que le concept de mode de vie nous incite à penser au-delà de la responsabilité de gestes écologiques dont on nous a souvent parlé, on en a souvent fait la communication, qui a un ensemble de déterminants qu'il s'agit de changer ensemble de manière collective. Et de cette manière, l'idée est aussi de considérer l'individu pas simplement comme un consommateur, donc il faudrait faire changer les choix de consommation, ça fait partie des enjeux, mais il faut aussi considérer les individus comme des acteurs de changement qui sont bien sûr légitimes pour définir eux-mêmes la nature des changements qu'ils considéraient comme désirables, comme acceptables, etc. Et donc de ne pas se trouver dans une logique qui est qu'on déciderait d'en haut comme ça, que voilà, ce serait ça les nouveaux modes de vie. C'est certainement pas comme cela que ça va se passer. Alors ces deux préalables faits, je voulais organiser ma discussion en fait avec un certain nombre de points, 8 observations que je voulais partager avec vous et puis mettre en discussion ensuite d'observations que nous on a fait ou qu'on a récupéré de chercheurs, de prises de parole, mais qui nous semblent former une sorte de grille de lecture sur ce qu'il s'agit d'observer et de continuer à observer après la crise. Alors, premier point, finalement, en tout cas, nous, ça a été une observation assez forte, c'est que ce sujet des modes de vie, qui est parfois polémique,
pas toujours facile à mettre dans le débat public parce qu'on a tout de suite l'impression, peur qu'on va nous imposer quelque chose. Eh ben, la crise a fourni une forme de base concrète pour parler des changements de mode de vie parce que tout le monde a fait au même moment l'expérience de changements très forts et brutaux, de changements dans leur vie quotidienne. Et donc, d'une certaine manière, ça a permis, et c'est pas inintéressant, de mettre sur la place publique une discussion sur finalement son rapport au logement, son rapport à la mobilité et au télétravail, etc. Et ça, d'une certaine manière, c'est pas inintéressant pour continuer le débat et la discussion sur les modes de vie. Quelque chose qui est intéressant aussi avec la crise sanitaire, le caractère sanitaire de la crise dans laquelle nous sommes, c'est que finalement, toutes les communications sur les gestes, etc., ont bien mis l'accent sur les liens entre action individuelle et action collective, de montrer pourquoi, à quelles conditions ces gestes sanitaires individuels avaient un impact, une importance collective. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facilement fait dans le contexte de la transition écologique. Et ça, de même, c'est une manière assez concrète et intéressante de présenter ces enjeux. Le deuxième, et c'est un peu un corollaire, c'est que les restrictions très fortes qui ont été associées au confinement ont eu des impacts, bien sûr, directs sur nos libertés, notamment d'aller et venir. Mais du coup, ça a poussé à poser la question des impacts sur les libertés et le rôle de la puissance publique dans l'action. Alors, on a vu à la fois, bien sûr, la nécessité, le soutien aussi à une action rapide de l'État dans une période de crise qui arrive comme ça brutalement. L'idée aussi que globalement, on peut penser que ça a été assez bien accepté parce qu'elle était temporaire et puis il y avait cette urgence sanitaire qui l'a nécessité. Mais clairement, les débats sur la liberté individuelle, sur la façon dont l'État met en discussion également ses impacts sur la liberté individuelle. Vous avez sûrement vu les débats autour de l'application Stop Covid, qui a à la fois stimulé beaucoup de réflexions et d'avis très éclairés sur la question, et aussi qui nous interroge sur notre modèle démocratique. Il n'y avait pas forcément de débat prévu à l'Assemblée, puis finalement, on a prévu un débat, puis peut-être un vote. En tout cas, ça montre que ces questions de liberté, elles sont forcément importantes, elles sont liées à la question de la légitimité de l'action de la puissance publique. Et c'est important d'en tirer les leçons aussi de ces débats pour les futures discussions sur la crise climatique, et notamment quelle est la place de la discussion parlementaire, mais aussi des citoyens, pour que ces décisions ne viennent pas uniquement d'en haut. Et ça, c'est quelque chose qu'on écrivait notamment dans le blog, mais c'est de se dire, on voit bien que là, on a été dans un moment de crise, et donc on a accepté des choses qui ont restreint les libertés, avec aussi un état d'urgence qui met un peu en pause certains aspects de la vie démocratique. On a considéré que c'était probablement nécessaire et acceptable, mais comment faire en sorte maintenant de se dire, prévoyons les futures crises, ne nous laissons pas déborder et essayons de débattre et choisir démocratiquement aujourd'hui des changements qui nous paraissent nécessaires, plutôt que de se les voir imposer dans l'urgence comme ça a été le cas. Et bien sûr, ces débats sur les modes de vie durables, ils sont politiques parce qu'il n'y a pas il n'y aurait pas un unique mode de vie durable possible. Il y a des choix, il y a des compromis, et donc il y a tout à fait de la matière à discussion, y compris pour les citoyens, et je pense que c'était tout à fait dans cet ordre d'idée que la Convention citoyenne sur le climat a travaillé. Si je prends un exemple, un régime alimentaire durable, on est d'accord sur un certain nombre de consensus, de réduire les produits animaux, de réduire un certain nombre d'éléments et d'en augmenter d'autres, mais en fait, il y a potentiellement plusieurs futurs possibles pour une alimentation durable qui soit plus ou moins locale, qui contient plus ou moins de produits de la pêche, qui comprend plus ou moins de produits animaux ou de produits laitiers. Et les experts présentent des visions, mais il y a des décisions qui sont aussi politiques derrière ça. Et donc, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la matière à débat, il y a de la matière à discussion. Et donc, nous, on interprète aussi cette crise comme une incitation à continuer ce débat et cette discussion.
Un élément qui a été soulevé dans les débats sur la crise du Covid aussi, c'est la question de ce qu'est un bon travail, de ce qu'est un emploi qui est socialement utile et qui crée aussi du bien-être, la satisfaction, le sentiment du devoir accompli pour les personnes qui le réalisent. Bien sûr, l'emploi prend une place importante dans nos vies et donc elle est forcément centrale pour la qualité de nos modes de vie. Donc c'est un lien qu'il faut absolument faire. On ne peut pas simplement se projeter dans des changements de mode de vie, de mobilité, d'alimentation, de logement, etc., sans se dire mais finalement comment on travaillera demain dans ce monde-là. Un point, et là c'est lié aux travaux de Tim Jackson sur la prospérité sans croissance, c'est de se dire, mais finalement, aujourd'hui, on est dans une phase où il y a une urgence de créer une relance économique, d'investir dans le futur et de relancer le système économique, et donc débat sur les secteurs les plus pertinents, ceux sur lesquels il faut le plus investir dans le futur. Et il présente, Tim Jackson, cet enjeu pour une prospérité sociale, mais aussi écologique dans le futur, c'est de dire, mais finalement, un secteur qui est intéressant, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de bons emplois qui apportent de la satisfaction à ceux qui les réalisent, et des emplois qui ont relativement un faible impact environnemental. Et là, il y a une chercheuse, Angela Druckmann, qui dit, bah, finalement, est-ce que la santé, tout le secteur du social, est finalement au croisement de tout ça, parce que c'est un secteur qui remplit un certain nombre de ces critères, et donc pose la question de leur rétribution et puis de leur place dans notre société. Simplement, c'est un exemple, ce secteur-là, mais en tout cas, je trouve que la démarche de se réinterroger sur la nature des emplois, leur intérêt et leur valorisation est certainement indissociable de la discussion que l'on doit avoir sur la transition écologique. La transition écologique, elle doit être désirable parce qu'elle va permettre de rendre nos sociétés plus résilientes et plus capables de faire face à ces risques, mais aussi désirable parce qu'elle constitue un projet collectif et qui passe aussi par l'emploi, qui soit intéressant pour les gens. Et donc, je pense que, en tout cas, la crise a vraiment soulevé ces points-là et il y a un grand intérêt à continuer la réflexion sur ces points. Alors, la crise dans laquelle nous sommes a également souligné les inégalités liées notamment au confinement, en tout cas à l'ensemble des choses qui ont changé dans cette période. Et en fait, on voit, c'est un révélateur d'inégalités qui étaient préexistantes, mais dont on a pris plus conscience, ou simplement ça a éclairé d'autres facettes. J'en cite juste simplement quelques-unes ici, mais les inégalités dans l'emploi, bien sûr, mais aussi la qualité, la taille, l'espace de son logement, sa capacité aussi à avoir un espace naturel. On a pu un certain nombre de baromètres, notamment Data Covid de l'Ipsos, qui montrent qu'il y a des révélateurs aussi d'inégalités dans l'éducation. Tous les foyers n'offrent pas les mêmes ressources matérielles, éducatives, pour réaliser l'école à domicile, et de genre d'autres baromètres, notamment le baromètre de Sciences Po, qui montre qu'il y a un écart encore plus grand que d'habitude sur les tâches réalisées par les femmes, que ce soit les tâches ménagères ou le soutien aux personnes vulnérables. Donc voilà, en tout cas, ça c'est clair, ça a été bien vu, ça a été vécu, c'est quelque chose qui doit une fois de plus montrer qu'il faut s'attaquer à l'ensemble de ces inégalités-là, parce que c'est bien sûr une question aussi de est-ce que cette crise va renforcer l'unité de la société, beaucoup d'appels à ça, d'espérance, ou est-ce qu'au contraire elle va renforcer les fractures. Tout ça dépendra aussi énormément, bien sûr, des politiques post-crise, des politiques des prochains mois, de la façon dont elles vont essayer de prendre acte de ces fractures pour les limiter, ou au contraire continuer un petit peu sur la tendance précédente. Malgré ces inégalités, ça donne l'impression, les baromètres, les différents sondages donnent l'impression que ça a été globalement bien accepté parce qu'il y avait quand même un caractère universel de ces changements. Mais toutefois, ça souligne quand même bien l'importance de prendre en compte alors, ces inégalités concrètes, mais aussi les différentes perceptions de la situation. On l'a vu encore une fois dans un certain nombre de baromètres que la perception, par exemple,
du risque sanitaire ou économique étaient différentes selon le niveau de revenu, avec des résultats même plutôt contre-intuitifs, avec des ménages plus aisés qui étaient plus inquiets de la situation économique que de la situation sanitaire, et l'inverse pour les ménages à plus bas revenus. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que juste la perception aussi de ce moment collectif, elle aura été différente selon ses conditions matérielles, selon tout un tas de choses. Donc ce point inégalité est vraiment central. Alors, tout à l'heure, je disais, voilà, comment changer les modes de vie. Il y a énormément de choses qui doivent jouer. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans tous ces éléments, mais à minima, on sait qu'il y a un certain nombre d'ingrédients, et l'un de ces ingrédients, c'est d'avoir des moments où on casse les routines quotidiennes que l'on a, qui finalement réouvrent un certain nombre de choses possibles. Ces moments sont relativement rares. On cite souvent, par exemple, dans l'alimentation, l'arrivée du premier enfant comme un moment où on réinterroge ses choix d'alimentation, etc. Mais là, la crise du Covid a peut-être été un de ces moments. Un baromètre de Sciences Po qui était dans les 2 premières semaines du confinement, il y avait plus de la moitié des Français qui considéraient que ça allait être un moment aussi de réflexion sur soi-même, de prise de distance. Et donc ça, c'est intéressant. Il y a potentiellement de nouvelles alternatives qui apparaissent. On parle souvent du télétravail, de dire finalement cette alternative que je ne considérais pas complètement, elle est peut-être plutôt intéressante. Et puis il y a la question du tourisme qui va se poser. C'est une chercheuse qui disait finalement, pour beaucoup de gens, réfléchir à ses vacances, c'est aller sur un site et regarder les vols d'avion et partir de là. Peut-être que là, cet été, ça va partir d'un autre point de départ, et puis ça amènera peut-être à d'autres types de tourisme. Et voilà, ça peut avoir des conséquences aussi à moyen terme. Donc ça, c'est intéressant, c'est ce côté, oui, on ouvre potentiellement la réflexion. Mais je voulais aussi souligner qu'il faut être très prudent avec ces appels ou ces espérances à une sorte de sobriété que tout le monde aurait vécu pendant 2 ou 3 mois et que du coup impacterait durablement les pratiques des Français. Alors voilà, effectivement, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on voit une chute d'un certain nombre de secteurs de consommation, avec un tiers de consommation en moyenne. Mais bon, on peut assez facilement expliquer pourquoi, effectivement, quand on ne va pas dans les magasins et qu'on ne fait plus le plein à la pompe, qu'il y a cette baisse de la consommation. Mais on ne peut pas forcément tirer grand-chose aujourd'hui. Est-ce que demain, les Français vont continuer à préserver leur épargne ou vont mettre en œuvre une sorte d'effet rebond de la consommation? On ne peut pas le dire. Simplement, il y a tout un tas de chercheurs qui disent, attention, on a un peu les mêmes espoirs à chaque crise. Mais en fait, ça ne se passe pas. Pourquoi? Il y a notamment Jeanne Lazarus qui explique à quel point pour des ménages populaires à bas revenus, consommer, c'est un lien central avec la société. Consommer permet d'appartenir à la société. Et puis plus largement, on avait décrit dans une série de blogs sur la consommation, en s'appuyant sur l'ouvrage de l'historien Frank Trentman, qui montrait simplement que la consommation, c'est un phénomène social complexe, ancien, qui est central dans notre expérience de la société, qu'on ne peut pas, comme ça, simplement, du jour au lendemain, s'extraire de pratiques de consommation qui sont une promesse de nos sociétés modernes, que les objets, on crée des liens avec nos objets, avec ce qu'on achète, etc. Et donc, simplement pour dire, faire changer les pratiques de consommation nécessitera certainement plus que cette simple crise. Encore une fois, il y a notamment certains chercheurs qui disent il y a des personnes qui étaient déjà engagées dans une voie de changement, par exemple, de se poser la question de la sobriété de leur consommation. Et auquel cas, la crise peut être probablement un déclencheur de plus d'une dynamique qui était préexistante. On peut penser également à la tendance d'une alimentation locale, de se procurer son alimentation dans son territoire. C'était plutôt une tendance pré-crise. C'est peut-être quelque chose qui a été renforcé. Et en lien avec ce point-là, c'est le deuxième ingrédient, en tout cas c'est un deuxième ingrédient dont on sait qu'il est important, c'est qu'il y aura peut-être un niveau individuel, un niveau de la famille, au niveau aussi de groupes d'amis, des déclencheurs de potentiels changements. Mais la question, c'est aussi comment collectivement on va se donner des cadres, des structures, des outils pour en faire une nouvelle normalité.
Par exemple, si plus de Français se disent que le vélo est une alternative intéressante, eh bien, pour le rendre possible, acceptable, efficace, sûr, etc., on sait qu'il faut, en l'occurrence, notamment des infrastructures. Et d'ailleurs, bon, là, il y a une certaine réponse assez forte de beaucoup de collectivités locales françaises sur les pistes cyclables. Sur le télétravail, pareil, il y a eu potentiellement la découverte de cette alternative pour beaucoup de personnes, mais comment les organisations, les entreprises vont se réorganiser, du coup, donner un cadre collectif pour dire, donc, du coup, maintenant, on va davantage utiliser le télétravail et voilà comment ça se fait. Donc, simplement pour dire, il y a potentiellement des changements un peu individuels, mais aussi, il faut qu'elles soient sécurisées par des changements qui sont collectifs parce que nos modes de vie s'inscrivent aussi dans ces éléments collectifs. Avant-dernier point, forcément, on a un peu envie, et il y a eu pas mal de ça, notamment au début, de faire des analogies entre crise climatique et la crise du Covid, à plein de plans possibles. Mais sur la question des modes de vie, et là, j'emprunte cette réflexion à Lauren Whitemarsh, en fait, il y a quand même beaucoup de différences. Le changement qu'on nous a demandé là était explicitement de court terme, alors que les changements qui seront nécessaires pour faire face aux crises environnementales seront des changements qui seront dans la durée. Il faut aussi rappeler que ce changement, il a été quand même globalement difficile, plus pour certains que pour d'autres, mais globalement difficile, et vécu négativement par beaucoup, alors que on a besoin, et beaucoup de personnes agissent pour développer un récit qui soit positif sur ce qu'est le projet écologique. Et c'est à cette condition qu'il pourra s'inscrire dans la durée. Et puis, un élément que je trouvais aussi intéressant, elle dit que finalement, la crise du Covid, on a eu quand même une demande assez identique à tout le monde, et puis un discours dominant, unique. Bien sûr qu'il y a eu des débats sur les gestes barrières, etc., mais globalement, il y avait une sorte d'homogénéité sur la situation et sur ce qu'on nous demandait. Et que sur les questions écologiques, on observe plutôt des discours encore en compétition, moins de consensus. Et donc, c'est aussi plus difficile pour le citoyen de s'y retrouver, de comprendre et de choisir une voie. Et puis, conclusion, mais simplement bien sûr d'être très prudent sur les enseignements qu'on peut en tirer. Il y a des incertitudes très fortes sur la façon dont la société va réagir dans la durée. Et donc, en tout cas, de notre point de vue, ça veut dire qu'il faut capitaliser sur tout ce qui va être de l'observation des chercheurs, notamment tout ce qui est baromètre et projet de recherche pour comprendre comment ce phénomène a pu durablement changer certains éléments de la société et en quoi ça nous aide à penser la transition écologique. Est-ce que ça peut être des déclencheurs ou des choses sur lesquelles on peut s'appuyer? Donc voilà, merci pour votre écoute et puis Merci beaucoup Mathieu. Alors je vous invite tous à poser vos questions dans le chat. Peut-être commencer par une première question un peu plus générale, de sorte à ce que tu nous rappelles pourquoi on regarde les modes de vie dans le sujet de la transition durable et à quel point ce levier peut être puissant pour faire changer nos sociétés, au-delà du contexte conjoncturel que tu présentais. Oui, non, c'est une très bonne question et c'est une question que tout le monde se pose. Il y a eu des travaux. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Le premier, c'est que quand tu regardes des secteurs en particulier, si on prend la question de l'alimentation et qu'on se projette dans un futur où on produit de manière plus durable, plus bio, plus agroécologique, et qu'on regarde aussi les impacts de l'alimentation actuelle en termes de déforestation, mais aussi de surconsommation de viande, de protéines, de gras, etc., on se dit que pour trouver une solution idéale, il y a beaucoup de travaux de chercheurs qui disent on va quand même devoir modifier les régimes alimentaires pour des questions de santé et des questions écologiques parce qu'on sait que la consommation de viande, de produits laitiers a un impact écologique vraiment très fort. Ça ne veut pas dire qu'il faudra l'éliminer complètement de son alimentation, mais le réduire rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus souhaitables également. Si on prend le cas de la mobilité, on sait qu'on a des technologies
Mais on connaît aussi leurs limites. Électrifier les véhicules, par exemple, on sait qu'il y a un ensemble de limites écologiques, économiques. On sait que ça fait partie de la solution. Mais on voit bien que si on réfléchit, et c'est ce que vous faites à Léonard, au futur de la ville, et qu'on prend en compte toutes ces dimensions, et on se dit qu'il y a quand même aussi des marges de manœuvre, de changement, par exemple sur le vélo, et encore une fois, parce que le vélo, c'est désirable, parce qu'il y a tout un tas de co-bénéfices qui sont associés. Donc ça, c'est un peu la vision par secteur. Et juste simplement, les travaux du GIEC, notamment le rapport 1.5 qui cherchait à comprendre comment on peut atteindre 1.5 de réchauffement à la fin du siècle, montrait que jouer sur toutes ces demandes d'énergie avait un impact très fort. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est un levier qui est significatif. Et que si on ne le faisait pas, on était un peu obligé d'utiliser à long terme des technologies de captage et de stockage du CO2 dont on ne maîtrisait pas complètement tous les tenants et aboutissants. Tu mentionnais justement l'impact, enfin le focus sectoriel sur la mobilité. Je rebondis sur une question de Thierry qui interroge aussi sur peut-être les attentes par rapport à l'évolution des représentations de l'espace public, sur notre consommation de cet espace. C'est quoi les attentes? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les attentes justement dans les modes de vie, sur l'utilisation de cet espace pour les piétons, les cyclistes? On voit une montée en puissance de ces modes actifs par rapport à des modes motorisés, alors les scooters, l'automobile, les transports collectifs. C'est quoi les modes de vie durables sur ces sujets? Là, la question est très bonne parce qu'en fait, la question du partage de l'espace public, c'est une question fondamentale qui est très politique. Parce que, voilà, dans une grande ville française, par exemple, il y a un partage actuel et on voit bien que dès qu'on doit le faire changer, à Paris, ça a été bien sûr très très clair et très médiatisé, dès qu'on doit changer cette allocation, ça devient une crise politique. En même temps, on voit bien que ça pose des questions d'efficacité. Stocker des voitures dans des petites rues et faire passer des voitures, c'est pas ce qui est le plus efficace pour déplacer le plus de nombre de personnes dans des mètres carrés limités. Donc, on est clairement dans une phase de réallocation de cet espace public. Attention à ne pas oublier les piétons, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir une sorte de conflit voiture-vélo, mais en fait, les piétons aussi ont besoin d'espace et c'est aussi un mode de transport durable. Il y a clairement un besoin de sécuriser les pistes cyclables. On est, disons, à un moment charnière de la dynamique vélo en France, dans un certain nombre de grandes villes, mais pas que, aussi de petites villes et d'espaces périurbains. Et donc, sécuriser plus de place, mais sécuriser tout simplement l'usage du vélo est quelque chose qui est vraiment... voilà, personnellement, je pense vraiment qu'on est dans un moment charnière pour ça. Donc ensuite, si on demande aux gens quelles sont leurs attentes sur le partage, ça dépendra de plein de choses, en fait. Ça dépendra de leur usage actuel. Est-ce qu'ils sont habitants ou est-ce qu'ils traversent la ville? Déjà, c'est une grande question. La ville de Paris, elle est importante pour ceux qui vivent, mais c'est aussi important pour ceux qui s'y déplacent. Et puis, le fait de voir la ville différemment selon qu'on est piéton, cycliste ou usager du véhicule, clairement, on gagne tous à avoir plusieurs focales pour se rendre compte des difficultés des autres usagers et essayer de trouver des choses intéressantes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tout le monde ne peut pas gagner. L'espace public, il est limité. Et donc, c'est que là, on a besoin de choix politiques parce qu'il y en a qui vont perdre et il y en a qui vont gagner. Pour rebondir sur ce point, et ça reprendra aussi une question de Carole, c'est tes réflexions pointent vers l'acceptabilité sociale de ces changements, l'acceptabilité politique. On l'a vu il y a quelques mois à l'occasion notamment des débats sur la fiscalité, sur les sujets carbone. Il y a certains comportements qu'on va potentiellement devoir garder, d'autres modifier. On voit dans la crise actuelle que certains comportements, certaines limites, certaines évolutions sont acceptables parce que limitées dans le temps, on l'espère. Le sujet de la crise climatique, certains d'ailleurs contestent le mot crise parce que c'est une transformation dans la durée. Il va falloir transformer ces modes de vie dans la durée. C'est quoi le chemin? C'est quoi les critères pour construire le chemin de cette acceptabilité sociale, de ces évolutions de mode de vie? Alors, effectivement, cette dimension, elle est importante et en même temps, il faut parfois faire un peu attention aux mots d'acceptabilité.
moi, je l'utilise également, hein, mais c'est simplement pour dire, ça donne un peu l'impression que on va dire aux gens ce qu'il faut faire et après, on va essayer de faire en sorte qu'ils acceptent. Disons que ce que nous a appris la crise des Gilets jaunes, mais aussi les travaux autour de la Convention citoyenne, c'est que ça ne peut pas fonctionner uniquement dans ce sens-là. Et d'ailleurs, les collectivités locales, les territoires sont bien placés, je pense, pour mettre en œuvre une discussion sur ce qui est acceptable et ce qui l'est pas. C'est intéressant, il y a un autre résultat du baromètre ADEME, je vous ai présenté un graphe qui disait... et le deuxième question, c'est à quelles conditions vous trouveriez ces changements acceptables? Ce qui ressort en tête largement, c'est bien sûr qu'elles soient équitables. Et ce qui arrive en deuxième, c'est le fait que j'aurais voix au chapitre, j'aurais une capacité de décider collectivement. Donc, cette question de l'équité, elle est centrale. La crise de Gilets jaunes que tu cites renvoie à des choses qui ont été maintenant bien prouvées, bien discutées, qui est le caractère inéquitable d'une taxe carbone telle qu'elle avait été mise en œuvre, sans redistribution d'une partie des recettes, ça c'est clair. Donc cette dimension équité, elle est, comment dire, il n'y a pas de solution facile pour rendre quelque chose équitable. Il faut en débattre, il faut montrer toutes les implications. À un moment donné, on est en démocratie, on prend des décisions sur cette base-là. Mais il y a un point qui me paraît important, c'est changer ce qui est désirable. Encore une fois, nos modes de vie, ils changent. Ce qu'on désire aujourd'hui n'était pas forcément désirable il y a 20 ans, et le contraire est également vrai. On a cette formidable capacité de définir ce qui nous paraît désirable. Alors, ces changements prennent du temps, ils ne peuvent pas se faire n'importe comment. Mais moi, je suis vraiment frappé à quel point mes discussions, moi je suis un cycliste et plutôt militant cycliste, hein, pour être honnête, mais je suis quand même frappé de voir que je peux discuter avec des amis qui vont me dire non, je suis réticent, le vélo pour des questions de confort, de ça, de ci, de ça. Et discuter avec des gens qui sont des néo-cyclistes et qui vont me dire je suis vraiment pour le vélo, pour le confort, pour ça et ça. Et en fait, ça va être les mêmes choses. Et de se dire, on est tous aussi prisonniers d'un certain nombre de représentations. Au moment où on teste des choses dans de bonnes conditions, on se rend compte qu'elles peuvent être désirables et finalement simplement changer nos attentes. Donc je pense qu'on a la malléabilité est un point fort de l'humanité et sur ce point-là aussi elle peut jouer. Merci pour cette réponse. Il y a un autre sujet. Alors n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Tu avais fait un focus sur le sujet des inégalités. C'est une thématique qui préexistait à la crise sanitaire. Dans certaines projections, notamment d'une crise économique, c'est potentiellement un sujet qui va être encore plus important, avec une croissance des inégalités. Comment la réflexion sur l'évolution des modes de vie, est-ce que ça peut être un levier pour les réduire, ces inégalités? Est-ce que ça peut être une solution à la résorption, à une meilleure équité? Tu mentionnais ça dans le baromètre de l'ADEME, justement. Est-ce que c'est une bonne approche pour répondre à ces enjeux d'inégalité? C'est une excellente question. Autant, par exemple, sur les politiques de transition écologique en général, on sait qu'il peut y avoir tout un tas de trucs qui sont favorables. Rénover les passoires énergétiques, c'est bon pour les inégalités, on le sait, il faut le faire, on le fait en partie à un certain niveau. Sur la question des modes de vie, alors, ça peut se jouer à plusieurs niveaux. Il y a, disons, les inégalités qui sont plus de l'ordre monétaire, budgétaire, etc., capacité. Moi, je réagis toujours quand on présente le vélo comme une simple solution pour bobo. Moi, j'ai grandi à la campagne. Le budget essence, c'est quelque chose qui est une préoccupation des gens et pas que depuis quelques années, depuis toujours. De faire quelques kilomètres entre villages, mais en fait, on en fait beaucoup. On a un emploi à temps partiel, etc. Donc, le budget carburant, c'est un truc qui pèse sur les gens. Si on est en capacité de faire changer un certain nombre de choses sur nos modes de déplacement, ça peut être aussi intéressant. Sur l'alimentation, je vais être très honnête, c'est quelque chose qu'on va travailler dans l'avenir à venir. Aujourd'hui, la façon dont on le présente, c'est plutôt de dire avoir une alimentation durable, c'est pas à la portée de tout le monde, etc. Et c'est vrai que des produits bio, par exemple, coûtent forcément un petit peu plus cher. Mais je suis encore, voilà, j'ai envie de me faire un avis là-dessus. Est-ce que davantage cuisiner, des produits frais, des produits bruts, est-ce que c'est pas une autre manière de gérer son régime alimentaire? Est-ce que d'ailleurs, indirectement, nos politiques
sur l'alimentation vont amener aussi à d'autres politiques sociales pour rendre disponibles, par exemple, des légumes et des fruits moins chers dans certains quartiers où on sait qu'il en manque. Il y a déjà des villes, notamment Paris, qui le met en œuvre dans son plan alimentation durable. Et donc, par ce biais-là, on a plutôt un vecteur de réduction des inégalités. Mais en tout cas, ta question est vraiment pertinente et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille pour identifier des liens qui existent. Alors, je rebondis sur plusieurs échanges qui ont lieu dans le chat continué, hein, notamment de Carole, Laure et Emilia. Et on le voit d'ailleurs, ça fait écho à la façon dont tu parles de ces modes de vie. Ça fait beaucoup écho à notre expérience individuelle, personnelle, presque intime, de la façon dont on vit. Comment on crée un espace des possibles de ces modes de vie qui sont différenciés. On peut ne pas avoir, on va dire, on veut quand même garder des marges de manœuvre dans nos comportements individuels. C'est Laure qui le mentionne. Carole dit, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des distinguos? Alors là, elle souligne les âges, par sexe, peut-être par localisation. Voilà. Comment on génère, malgré tout, en transformant ces modes de vie, un espace des possibles qui fait que individuellement, on se sent aussi maître de notre style de vie, peut-être. Je sais, tu faisais ce distinguo en introduction. Non, mais c'est clair. Quand on se projette, nous, on a la tête dans les scénarios, dans les chiffres, dans la prospective, etc. Donc, par exemple, on va prendre un individu moyen aujourd'hui, on va faire toute une scénarisation sur le futur de l'agriculture, et puis on aura un régime moyen dans le futur. C'est une simplification, c'est utile. Mais forcément, quand on regarde aujourd'hui les études sur les régimes alimentaires actuels, ils sont extrêmement diversifiés et il n'y a pas de raison que dans le futur, ils ne le soient pas. Et donc, il n'y aura pas une recette unique que tout le monde suivra. Il y aura bien sûr toujours plein de nuances. Alors, la question, c'est quand même comment on l'organise. C'est pour ça qu'on met l'accent sur les structures collectives, parce que les structures collectives sont celles qui regroupent toutes nos variations, mais les font bouger dans une certaine direction. Et donc, c'est cette distinction style de vie, mode de vie qui est intéressante, c'est de dire les structures de nos modes de vie, elles vont peut-être évoluer. Et puis, moi, je trouverai une place à l'intérieur de ça pour développer un style de vie particulier. Moi, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. L'humanité a montré à quel point elle était inventive pour trouver des différences, montrer sa créativité. Peut-être une dernière question avant de nous quitter, si jamais il n'y a pas de questions complémentaires dans le chat. On a beaucoup parlé et on le vit beaucoup de notre expérience sur les modes de vie en France. Est-ce que tu as eu une focale un peu plus internationale sur ces évolutions? Si je prends une focale plus internationale, comment ces modes de vie peuvent évoluer dans des géographies, dans des zones qui ont des référentiels culturels, socioculturels qui sont très différents? Est-ce que c'est un champ sur lesquels vous travaillez? Si on parle donc des pays en développement ou des pays émergents, aujourd'hui, on n'a pas travaillé dessus. Et donc, je ne pourrais pas dire des choses. C'est clair que le mode de vie des classes moyennes des pays émergents existantes ou les futures classes moyennes, absolument central sur le bilan écologique de l'humanité à long terme. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Nous, c'est pas sur le point, on n'a pas travaillé là-dessus. Et donc, on réfléchit plutôt dans le cadre du monde occidental, parce que, bien sûr, on ne peut pas réfléchir à ces questions de mode de vie comme ça en faisant fi des différences culturelles et sociales et historiques entre pays. Donc là, disons que c'est une réflexion qu'on partage plutôt à un niveau européen, et donc je n'ai pas d'éléments à ajouter spécifiquement sur les autres contextes, par prudence, c'est clair. Ok, merci beaucoup Mathieu, merci encore pour cette présentation, ces échanges. Je viens de vous partager le lien du webinaire de l'IDRI sur le rôle des organisations internationales dans les sujets de l'emploi dans cette crise du Covid-19. C'est à 16h, donc vous avez eu un peu plus d'une heure avant de pouvoir vous y connecter. Vous pouvez continuer à échanger entre vous et avec Mathieu pour le quart d'heure qui vient en rejoignant
rejoignant l'espace de networking dans la partie gauche de vos écrans. Exceptionnellement, pas de session demain, mais nous vous donnons rendez-vous dès lundi pour une nouvelle conférence, 30 minutes pour demain. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir Mathieu. Merci, au revoir Julien.